Bonjour, vous regardez l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Aujourd'hui, nous avons une invitée dans notre studio. Elle s'appelle Alexandra Goujon. Elle est maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Elle vient de soutenir son habilitation à diriger des recherches et s'intéresse d'une manière scientifique à des questions de la guerre, de la mémoire, de la mémorisation de la guerre et également aux questions de nationalisme en Ukraine. Bonjour Alexandra. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. On te connaît comme quelqu'un qui suit l'évolution de l'Ukraine depuis déjà des décennies. La première fois que tu es venue en Ukraine, c'était 96. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ma première question à toi serait, voilà, nous sommes en guerre depuis 2014. Nous sommes aussi dans cette étape de la Grande Guerre depuis plus de 3 ans. Comment tu vois le moment présent, en fait, de cette évolution, en fait, de la conscience de soi, du nationalisme ukrainien, de l'importance de mémoire? À quelle étape on se situe aujourd'hui? Alors, ce que j'explique dans mon habilitation, c'est que pendant, on va dire, jusqu'en 2014 à peu près, on a affaire à un nationalisme à bas bruit, hein, c'est-à-dire un nationalisme qui suit son cours, une construction nationale qui suit son cours, sans beaucoup de crises, excepté bien évidemment la Révolution orange. Et on se souvient de ce moment, hein, de conscience nationale. Alors, la Révolution orange n'est pas tout à fait considérée comme une révolution nationale, on va dire au départ, mais bien évidemment, elle prend tout son sens après avec la révolution de la dignité. Et on s'y réfère parce que finalement, la révolution orange est une victoire de la démocratie sur l'autoritarisme, mais aussi une victoire en termes de construction nationale et aussi de construction mémorielle. On se souvient de ce que j'appelle la mémorialisation chaude avec, autour de la famine ukrainienne de 1932-1933, avec cette mémorialisation, un musée, un monument, des monuments dans l'ensemble de l'Ukraine. Alors avec 2014, on a une nouvelle étape, l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass, que j'appelle donc la guerre limitée avec la Russie à ce moment-là, limitée parce qu'elle est limitée à un territoire, et elle concerne quand même beaucoup moins de personnes que l'invasion à grande échelle de 2022, où là, la résistance nationale devient nationale parce qu'elle couvre l'ensemble du territoire. On voit une résistance qui existe, qui se fait par réseau, hein, de soutien à l'armée, de soutien aux réfugiés, aux déplacés internes, etc. Et puis, on a des mouvements identitaires, avec une Russie qui est considérée comme un pays ennemi, un pays agresseur. Toute la rhétorique autour de l'amitié des peuples, la fraternité disparaît et balayée, hein. Et puis, le rapport à la langue qui change. J'ai encore eu des témoignages cette semaine de personnes me disant en 2022, jusqu'en 2022, je parlais 2 langues, l'ukrainien au travail, le russe à la maison. Ma famille est passée à la langue ukrainienne à partir de 2022. On a beaucoup de témoignages de ce type. Le rapport aussi à la culture ukrainienne. Et je tiens à le faire remarquer souvent, par exemple en France ou dans d'autres pays d'Europe, on est frappé par ce phénomène qu'on appelle ici de la dérussification, décolonisation, le démontage des statues de Pouchkine, qui apparaît comme presque absurde. Et en fait, ici, la question n'est pas tant d'évincer la culture russe, elle est surtout d'évincer la culture russe impériale, ce qui donne du poids aujourd'hui à cette guerre qui est une guerre coloniale et une guerre impériale du point de vue russe. Mais aussi, ce que j'ai constaté, c'est de laisser de la place à la culture ukrainienne. Qu'est-ce que l'on constate? C'est que toute la période soviétique a été une période de russification de l'espace public
Et en fait, avec cette guerre... Même avant l'époque. Bien sûr, bien sûr. Mais on se souvient quand même de cette période des années 20, où les auteurs, les réalisateurs, les écrivains ukrainiens avaient pu avoir une place, une certaine place. Après, une renaissance, on va dire. Tout à fait, la renaissance nationale des années 20. Après les années 30, c'est la famine, la répression, et la répression qui touche bien évidemment toutes les élites intellectuelles. Mais on voit des cycles, puisque on se souvient de ce mouvement qu'on appelle des 60 arts, c'est-à-dire Shestidisiatniki en ukrainien, des années 60, où la répression est moins forte et où on essaye, dans les canons culturels soviétiques, de faire une place, ici en Ukraine, de faire une place à, on va dire, une spécificité, une différence culturelle nationale. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que ce mouvement qui... et dont on a parlé dans les années 60, revient aujourd'hui, et justement pour reprendre une place aussi dans l'espace public, qui a été donc russifié, je veux dire, dans le sens où, je parle des statues de Pouchkine, mais ça peut être les rues à Tolstoï ou à d'autres artistes russes. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens, et ça aussi, j'ai des témoignages d'Ukrainiens qui m'expliquent en quoi ils redécouvrent la littérature ukrainienne. Alors bien évidemment, on a toujours eu Taras Shevchenko, qui n'a quasiment jamais été évincé. Il y a des monuments à Taras Shevchenko dans toute l'Ukraine. Mais en dehors de cela, il y a énormément d'artistes ukrainiens qui sont très peu... connus. Quand tu parles, tu emploies ce terme scientifique à part entière de nationalisme chaud par opposition en fait au nationalisme ordinaire. Et tu dis que voilà, à chaque étape, donc tu as déjà évoqué Révolution Orange, après la Révolution de la dignité, donc Maïdan, Euromaïdan de 2013-2014, après l'invasion russe, annexion de la Crimée, après la dernière étape, grande invasion russe 2022, à chaque étape, il y a une espèce du fait que la nation politique est en train de se forger, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, déjà, le nationalisme chaud? Alors en fait, ça vient de la différence entre nationalisme froid ou banal et le nationalisme chaud. Elle vient donc d'un auteur américain qui s'appelle Michael Billig et qui a forgé ce concept. Alors, lui, il a plutôt forgé le concept de nationalisme banal, justement pour dire qu'on s'attache souvent qu'au nationalisme chaud. Et ce qu'il explique, c'est que le nationalisme chaud, c'est le nationalisme qui a deux significations. Ça peut être le nationalisme un peu radical, donc de groupes qui voient la nation comme quelque chose d'extrême, exclusif, ethnique. Et souvent, on se focalise sur ce nationalisme ethnique. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que le mot nationalisme est souvent vu de manière péjorative. En parlant de nationalisme banal, lui, Billing, s'intéresse à ce qu'il appelle donc le nationalisme banal, ou qui peut s'appeler le nationalisme ordinaire, le nationalisme dans les nations installées, comme, je ne sais pas, les États-Unis, la France, et où il montre qu'en fait, il existe un nationalisme banal, c'est un nationalisme de tous les jours dont les citoyens ne prennent pas forcément conscience. Qui serait équivalent du patriotisme? Oui, mais c'est quelque chose qui existe dans l'espace public. Par exemple, il parle des drapeaux américains, qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on ne remarque pas nécessairement, et qui existe dans l'espace public peut-être beaucoup plus que dans d'autres pays. Il montre notre attachement lorsqu'on suit, par exemple, des commémorations nationales, etc. Alors, le nationalisme chaud est souvent donc un nationalisme qui peut être vu comme extrême, ou alors un nationalisme de crise. Et moi, c'est cette partie-là qui m'a intéressée, sachant qu'elle est assez peu travaillée. Et ce que je trouve d'intéressant, c'est que là, en Ukraine, en ce moment, on a un nationalisme chaud dans le cadre d'une guerre. Donc c'est une crise très particulière, et ce n'est pas un nationalisme chaud qui est justement relié à un nationalisme extrême, puisque aujourd'hui, les changements identitaires dont je parlais, le rapport à la Russie, le rapport à la culture ukrainienne, le rapport à la langue ukrainienne, le rapport au drapeau, extrêmement important, les couleurs jaune et bleu. Ce qui est important, ce n'est pas ethnique. Ce n'est pas ethnique. C'est un nationalisme chaud qui vise à une construction nationale qui met en avant la nation, mais dans ce qu'elle
peut rassembler le plus possible de citoyens, indépendamment, j'allais dire, de différences, par exemple, religieuses ou de différences d'origine. Hein. J'ai eu des témoignages de gens m'expliquant en quoi leurs parents étaient nés en Russie, venus s'installer en Ukraine, et où il y a un attachement à la terre ukrainienne qui est extrêmement fort. Et donc, on peut dire que l'Ukraine était toujours et est toujours un pays avec plusieurs ethnies présentes. Il n'est pas question d'avoir que les Ukrainiens et les Russes. Il y a aussi il y a des Juifs, il y a des Tatars de Crimée, il y a des Arméniens, il y a des Grecs au sud de l'Ukraine d'ailleurs qui souffrent aujourd'hui de l'occupation. Il y a d'autres, il y a Karaïm par exemple qui vient de la Crimée. Donc il y a beaucoup donc ce n'est pas ethnique. Donc ce nationalisme, c'est une vision de la nation politique, mais qui à la fois, comme tu dis, il est chaud, c'est-à-dire que il est voilà enflammé. Tout à fait, c'est-à-dire que en fait ce nationalisme s'exprime notamment, j'allais dire, dans les moments les plus difficiles. Alors, c'est notamment après des bombardements, où il y a une espèce de soutien collectif, à la fois par rapport aux victimes, mais aussi aux survivants. Hein. Donc, voilà, il y a aussi un nationalisme chaud que je relie justement dans mon habilitation à ce que j'ai appelé, dans la continuité de cette conceptualisation, la mémorialisation chaude. Pourquoi ? Parce que justement, on a une mémorialisation qui se fait en deux temps, enfin, ou deux phénomènes. On a la mémorialisation de la guerre elle-même, c'est-à-dire après des bombardements, après la découverte de charniers, je prends Boutcha, Izium, comment on parle de ces bombardements, comment on rend hommage aux victimes. Et en même temps, on a une mémorialisation en temps de guerre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les processus mémoriels en Ukraine, qui existaient depuis l'indépendance, se transforment en lien avec la guerre. Un des exemples qu'on peut voir là, aujourd'hui, en ce moment, c'est la question du rapport entre le 8 mai et le 9 mai. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9 mai, date de commémoration de la Grande Guerre patriotique pendant la période soviétique, puis aujourd'hui en Russie. Et hier, nous étions le 8 mai. 8 mai, c'est donc la date de la commémoration en Europe de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est cette date qu'aujourd'hui, l'Ukraine a choisi pour commémorer. Et on a eu un processus progressif, en fait, du passage du 9 mai au 8 mai. On est resté sur le 9 mai très longtemps en Ukraine. Puis après, on a rajouté le 8 mai. Et progressivement, on a modifié la date pour qu'aujourd'hui, ce soit le 8 mai. Mais cela, ce n'est pas qu'une question de date. Ça entraîne une transformation aussi du récit sur la Seconde Guerre mondiale. Bon, maintenant, ce n'est plus 41-45, mais c'est 39-45, on inclut le pacte Molotov-Ribbentrop. Et puis, pour parler des processus mémoriels, je vais peut-être donner un exemple, puisque hier, j'étais à l'ouverture d'une exposition en plein air au sein du musée d'histoire de la Seconde Guerre mondiale à Kiev. Et cette exposition s'appelle « Notre victoire ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Ukrainiens se rendent compte que le récit de la Seconde Guerre mondiale chez eux est largement imprégné du discours soviétique. Et surtout du discours aussi qui tente à montrer que les Russes sont le principal peuple à avoir, on va dire, contribuer à la victoire. Et aujourd'hui, donc, les Ukrainiens mettent en avant, en tous les cas dans cette exposition, il y a une mise en avant de la participation du peuple ukrainien, là aussi pris au sens large. Les Ukrainiens ont été victimes de plusieurs manières et le rappel également, bien évidemment, de la population juive ukrainienne et de l'Holocauste en Ukraine. Donc, on a comme ça une transformation du récit historique en temps de guerre.
Et c'est ce que j'appelle la mémorialisation. Et par l'effet de mémoire, tout en étant en guerre, on pense à une autre guerre, une guerre précédente, la Deuxième Guerre mondiale, et puis il y a ce changement de discours. Il est vrai que le nombre de victimes des Ukrainiens dans l'armée rouge était colossal, tout d'ailleurs, tout aussi bien que pour les Biélorusses, c'est pareil. C'est vrai, évidemment, il y avait aussi le mouvement nationaliste, etc., durant la guerre qui collaborait avec les Allemands. Donc voilà, il y a une histoire multiple. Elle est plurielle, en fait. Ce n'est pas une seule image de l'Ukraine dans cette Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, comme pour la France, on peut dire, comme on peut dire pour plusieurs autres pays. Mais justement, cette monopolie, en fait, imposée par la Russie et sur la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est la réaction à ce récit, à ce narratif de la monopolie de l'Union soviétique et ensuite de la Russie comme un pays victorieux. Et donc, nous suivons depuis plusieurs années, voire décennies, ce culte de la victoire en Russie qui appelait aussi à justifier d'autres agressions de la Russie, notamment contre l'Ukraine, parce que si on écoute le discours de Vladimir Poutine la veille de son grande invasion en février 2022, il dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il présente l'Ukraine comme, encore une fois, des nazis, etc. Donc c'est en réaction à ça. Tu visites souvent l'Ukraine et même après la grande invasion russe, c'est ton 4e voyage, n'est-ce pas? Actuellement, au 5e? 6e voyage. Après le février 2022, donc c'est le moment où les voyages, c'est pas gratuit, c'est dangereux, etc. Et à chaque moment, tu t'intéresses à des cimetières, à des lieux de mémoire, à des lieux à ce qu'on appelle les allées des héros, c'est-à-dire les drapeaux ukrainiens. Comment est-ce que, selon toi, cette mémorialisation qui est sujet de ton intérêt depuis des années, comment est-ce qu'elle se transforme justement sur le champ aujourd'hui, c'est-à-dire quand on voyage en Ukraine aujourd'hui? Alors, c'est justement ce deuxième phénomène que j'appelais la mémorialisation de la guerre, c'est-à-dire ce qui touche à la guerre, donc et principalement, on va dire, aux victimes de guerre. Pas uniquement, mais ça concerne quand même une large partie aujourd'hui de la mémorialisation, parce que et c'est là où on se rend compte de ce que fait la guerre. On s'en rend compte en visitant des villes où on voit des ruines, des destructions de bâtiments, où on entend des bombardements. Et puis, ce que l'on constate aussi, ce sont les victimes de guerre. Alors, les victimes de guerre, ce sont les victimes civiles lorsqu'il y a un bombardement, comme il y a pu y avoir la nuit du 24 au 25 avril sur Kiev et dans le quartier de Sviatoshin, où je me suis rendue pour justement voir la mémorialisation qu'on appelle immédiate ou spontanée, tout à fait, avec souvent donc des peluches qui sont déposées, des fleurs, des portraits, parfois quelques petits messages, et où des gens viennent se recueillir. Et puis, il y a ces victimes de guerre, victimes militaires. J'étais hier aux funérailles d'un soldat au monastère Saint-Michel. Et ce que l'on constate, c'est une mémorialisation des victimes de guerre qui est souvent mémorialisation plus importante que les victimes civiles, je veux dire la place dans l'espace public, ce qui n'est pas spécifique à l'Ukraine, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde ce qui se fait en temps de guerre en général, voire même après les guerres, paradoxalement, paradoxalement peut-être pas, mais en fait les victimes militaires prennent une place importante parce qu'elles sont, au premier rang de défense du pays. Et donc là, il y a effectivement plusieurs phénomènes. Il y a ces fameuses allées des héros dans les villes, dans les quartiers aussi, des villes, des grandes villes. Par exemple, donc à Kiev, on a le mur du souvenir justement sur l'enceinte du monastère Saint-Michel. On a aussi ce champ de drapeau sur Maïdan. Mais dans les différents districts de Kiev, en fait, il y a à chaque fois la mémoire, des panneaux, en fait. Ces allées sont souvent des panneaux sur des supports métalliques avec des portraits
et des biographies. Et ça, on l'observe dans toute l'Ukraine. Donc effectivement, j'ai pu l'observer à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, à Mykolaïv, à Odessa. Alors ça, ce sont les allées des héros ou les allées de la gloire. Ça, ce sont des mémoriaux qui sont dans les centres-villes. Après, on a effectivement dans les cimetières, parfois ce qu'on appelle l'allée des héros, qui sont en fait des carrés militaires, dans les cimetières, en fait, au départ, qui sont dédiés plutôt à des civils, d'ailleurs, des carrés militaires. Et c'est pour ça qu'à Kiev, notamment, il y a ce projet de cimetière national militaire, qui pourrait éventuellement donc, rendre hommage à l'ensemble des victimes militaires, pas simplement d'ailleurs de la guerre russo-ukrainienne actuelle, mais de l'ensemble des guerres qui ont pu opposer l'Ukraine à la Russie. Ce qu'il faut qu'on observe aussi, et ce qui est particulièrement nouveau, c'est la mémorialisation en ligne. Donc aujourd'hui, il y a notamment un certain nombre d'initiatives. Je pense à la plateforme Mémorial Heroïf, mais en fait, qui a deux facettes. Il y a aussi la mémoire des victimes civiles et la mémoire des victimes militaires, avec une présentation un petit peu différente. Il y a aussi toute la mémorialisation en ligne faite par les familles elles-mêmes. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, effectivement, je fais des entretiens avec des familles de soldats morts, de soldats tombés au combat, pour voir la manière dont ces familles mémorialisent en fait le souvenir de leurs enfants, de leurs maris, de leurs frères, et aussi pour voir dans quelle mesure dans le deuil, la place que prend le deuil dans la société, et reconfigure aussi les rapports sociaux. Puisque en discutant avec des mères ou des femmes de soldats, ce dont on se rend compte, c'est que leurs réseaux sociaux ont pu être modifiés. C'est-à-dire qu'elles se sont rapprochées de mères et de femmes de soldats, c'est-à-dire de soldats morts, c'est-à-dire de personnes qui vivent en quelque sorte la même tragédie. Ça crée des communautés, justement des communautés qui sont très proches, puisque c'est une expérience de la mort d'un proche, souvent d'un enfant ou mari, ou voilà, un ami. Ça crée cette communauté tout à fait particulière, parce que c'est une expérience qui est difficile à partager comme ça à l'oral ou dans un dialogue d'une manière abstraite. C'est une expérience vécue qui tient ensemble toutes ces femmes, parfois les hommes aussi, parce qu'il y a des pères, parce qu'il y a aussi des femmes militaires qui sont tombées au combat, évidemment. Donc, évidemment, majoritairement, les hommes sont dans l'armée, mais il ne faut pas oublier les 50 000 femmes ukrainiennes qui sont dans l'armée et qui sont aussi souvent victimes, aussi les médecins, etc. Donc, ça crée cette expérience-là qui est très difficile à communiquer, mais qui crée les réseaux de la compréhension plus profonde, et donc c'est très intéressant, voilà, évidemment, j'imagine que c'est difficile d'avoir accès dans ces réseaux. Comment tu peux décrire déjà les difficultés et les problèmes que tu as pour entrer dans ces réseaux? Ils sont, j'imagine, assez fermés. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est pas facile, mais les cimetières sont devenus des lieux de sociabilité important, puisque on a des familles qui s'y rendent parfois tous les jours, parfois toutes les semaines. Et en fait, il y a des sortes de rendez-vous. J'ai constaté pour l'instant, alors en fonction de, ça dépend des villes, mais quand même le samedi matin, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se rendent au cimetière. Et là, on se retrouve, on discute. Et je peux observer cela en allant dans les cimetières. Ce à quoi, pour l'instant, je n'ai pas forcément accès, c'est à toutes les discussions qu'ils peuvent avoir sur les groupes des réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp qui se sont créés. Parce qu'en fait, ces familles se sont souvent solidarisées. Aussi parce qu'il y a parfois des sortes de luttes pour
rénover un cimetière, un carré militaire, même pour le construire. Donc en fait, ce sont aussi des réseaux très intéressants parce qu'ils sont en interaction avec les pouvoirs publics. C'est ce que j'ai observé notamment Odessa. Pour l'instant, il n'y a pas de carré militaire, hein, et il y a une sorte de dialogue assez compliqué entre les autorités et les familles sur le type de carré militaire. Il faut savoir que ce qui a dominé jusqu'à présent dans les carrés militaires, c'est plutôt le granit noir, qui est lié d'ailleurs à des entreprises des entreprises locales, qui ont, on va dire, c'est lié aussi à l'économie, hein, du pays, hein, toutes ces questions. Et certaines familles veulent, par exemple, avoir des carrés militaires avec des matériaux plutôt clairs, des matériaux blancs, comme par exemple à Ternopil. Donc il y a voilà, ces communautés de deuil par les familles. En fait, elles permettent de toucher un certain nombre de sujets qui ne sont pas uniquement, qui sont au départ liés au deuil, mais qui couvrent en fait... Qui sont très pratiques, de nombreux aspects. Alors, là où c'est je pense, plus compliqué, il y a toute une réflexion à avoir, j'allais dire même entre chercheurs, et nous l'entamons notamment avec certains collègues en France aujourd'hui, c'est toute la question de la distance du chercheur par rapport à ses enquêtés, puisque ce type d'observation génère quand même beaucoup d'émotions, à la fois chez les enquêtés, puisque souvent je suis face à des femmes ou et des pères, hein, aussi, hein, qui sont dans l'émotion, qui racontent des histoires, et bien évidemment, voilà, il faut pouvoir gérer cette émotion. Et puis, le chercheur est complètement, j'allais dire, presque parfois impliqué. On me pose des questions sur quel carré militaire serait mieux dans telle ville, donc, puisqu'on me considère comme une experte, donc on me pose des questions, voilà, sur mon avis, des conseils. Et puis aussi, en fait, pour ces familles, s'intéresser au sort, ce qui est arrivé à leurs enfants, eh bien, elles le prennent aussi comme un soutien. Et donc, on peut être impliqué. J'ai comme ça une maman qui m'a dit, mais la prochaine fois que vous venez à Kiev, venez dormir chez moi. Vous voyez, c'est-à-dire cette grande, voilà, cet accueil, ouverture. Et donc, voilà, c'est très compliqué parce qu'il faut voilà, c'est un sujet particulier, mais c'est un sujet vraiment, j'allais dire, enfin, très très important quand on voit la place qu'il a dans la société et aussi dans l'espace public. Voilà. Et quand on revient, voilà, on essaie de relier en fait, voilà, cette expérience très traumatique. Donc, ce n'est pas un secret. La société ukrainienne est largement traumatisée par cette expérience de guerre. Les communautés dont tu parles, les communautés des gens qui ont perdu déjà un proche dans cette guerre, ce sont des communautés extrêmement traumatisées, entre autres aussi. Et quand on revient à la question du nationalisme chaud, et qu'est-ce qui est en train de se forger dans cette souffrance citoyenne, quelles seraient... J'imagine que les expériences sont très différentes et les conclusions peuvent être les réponses peuvent être très plurielles chez des familles, etc. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose il y a une explication, ou il y a je dirais pas une justification, il y a quelque chose que les familles essayent de mettre en avant pour s'assurer que cette immense tragédie que la mort, le décès de quelqu'un de proche, que c'était pas un vent, est-ce que ça renforce justement ce nationalisme chaud dont tu parles? Oui, moi je pense qu'en fait, il fait le deuil aujourd'hui fait partie de cette mémorialisation chaude et ce nationalisme chaud qui s'entretiennent mutuellement. Il y a cette idée dans la mémoire, dans le fait de raconter l'histoire des soldats morts au combat. Si je prends par exemple la manière dont les mères ont pu me raconter, j'ai peut-être un peu plus discuté aujourd'hui avec des mères qu'avec des femmes. Souvent, elles expliquent
alors, il y a toute cette question de la culpabilité qui est complexe parce qu'elles expliquent comment elles n'ont pas pu retenir leur enfant et maintenant qu'il est mort, elles sont. Vous voyez, c'est pas nécessaire. Voilà, il y a cette idée de j'aurais peut-être pu le retenir. Et puis après, il y a cette idée de toute façon, c'était son choix. Il avait pris sa décision, il était majeur. Que pouvais-je faire ? Et il y a une espèce d'accompagnement, ou peut-être aujourd'hui, ce que je peux remarquer, c'est une espèce de... Alors, bien évidemment, ça dépend du moment. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand un proche décède, il faut un certain temps. Je pense que c'est 1 an, 2 ans. Voilà, j'ai rencontré une mère de soldat à Odessa qui me disait... Son fils est décédé il y a 1 an et demi et qui me disait il y a 6 mois, je n'aurais pas pu discuter avec vous. Donc voilà, il y a cette question du temps qui amène une certaine réflexion. Et ce que je constate, c'est chez certaines mères de soldats, le prolongement de l'engagement de l'enfant, en fait. C'est-à-dire, en créant aussi ces communautés de mères de soldats, souvent parfois de la même brigade, des relations avec les frères d'armes qui continuent. Le soutien donc à la brigade, le soutien financier, le soutien moral. Et donc, il y a à la fois la mémoire et puis l'engagement, en quelque sorte, de ces familles qui s'étaient peut-être aussi parfois tenues en retrait parce que le fils ne disait pas grand-chose sur ce qu'il faisait. Ça pouvait arriver, ne transmettait pas son expérience. Et ensuite, ces mères, je pense à celle que j'ai rencontrée à Odessa, qui découvrent tout ce qu'il a fait, ce que racontent les frères d'armes et qui se sent finalement engagé dans le même processus et qui prolonge en quelque sorte le combat d'une autre manière. Donc, et qui essaie d'aider par exemple son unité par des collectes de fonds et par tout cela. Donc elles font partie de cette communauté déjà militaire, des survivants pour l'instant, ces camarades comme les mamans qui formaient avant les conseils de classe, les mamans qui étaient avec leurs enfants pendant la classe. Après, ça fait des communautés des femmes qui ont perdu leurs enfants mais qui s'intéressent tout de même à cette chose là et qui renforce le sens en fait, le sens de cette lutte en fait que leurs enfants ont menée. J'ai une maman aussi là à Kiev qui me disait, quand je lui demandais si elle avait donc des contacts avec les frères d'armes, elle me dit oui. Et elle me dit, c'était très émouvant, elle me dit, pourvu qu'il reste en vie parce qu'il ne me reste que. C'est-à-dire que on voit comment elle continue à accompagner, on va dire, ou à souvenir de son fils avec ce que raconte, avec le rapport donc à ses frères d'armes avec lesquels son fils a passé autant de temps et notamment ces derniers instants. Et sans doute la dernière question qui m'intéresse, l'autre fois, nous avons discuté avec toi dans le podcast, cette question de l'identité régionale et de la question de l'identité nationale, comme pendant les décennies, elle s'est renforcée. Cette identité ukrainienne, elle perdait au fur et à mesure cette dimension régionale. Et comme quoi on arrivait à avoir cette identité ukrainienne au niveau national. Est-ce que, tu as fait plusieurs voyages. Cette fois-ci, d'une manière tout à fait particulière, tu as été visiter le sud, ça veut dire Kherson, ça veut dire Mykolaiv, Odessa. Est-ce que tu constates qu'il y ait des différences régionale dans cette culture de mémoire, dans cette mémorialisation qui t'intéresse, dans des régions ukrainiennes différentes? Ou, au contraire, peut-on affirmer que la culture de cette mémorialisation de victimes de la guerre, militaire et civile, qu'il est un facteur unificateur, en fait, de l'Ukraine d'aujourd'hui? Alors, en fait, je crois que la guerre russo-ukrainienne implique des problématiques communes, quelle que soit la région. Et notamment à travers la mémorialisation, quand je parlais de ces allées dans les centres-villes,
ça génère de toute façon des discussions entre les autorités, les populations locales, sur le format, sur l'entretien. Les pouvoirs publics doivent donner l'accord quand même de l'utilisation, même quand ce sont les familles qui font certains monuments, l'utilisation de l'espace public. Donc, ce que je trouve d'intéressant aujourd'hui à observer, c'est ce que j'appelle cette co-construction de la mémoire entre les autorités et les citoyens, et avec une demande mémoriale des citoyens extrêmement forte. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par eux, qui sont demandées par eux. Et ce n'est plus les pouvoirs publics qui imposent la mémorialisation de la guerre aujourd'hui. Donc ça, c'est un phénomène très intéressant, et on l'observe, et il est différent selon les régions, mais je ne crois pas qu'il soit différent en fonction... j'allais dire des régions, il est différent en fonction des municipalités, puisqu'en fait, ce sont les municipalités qui sont en charge de cette mémorialisation de la guerre. Et donc, en fait, ça dépend aussi du courant politique de la mairie, ça dépend des relations avec les familles, de la conception même de l'histoire du pays, et qui est variable d'une municipalité à une autre. Mais j'allais dire, en cela, c'est pas différent d'autres pays. Donc, ce que je crois, c'est que on a dépassé... En tous les cas, aujourd'hui, de toute façon, il y a quelque chose de plus consensuel en Ukraine, même si il ne faut absolument pas nier le fait que l'expérience de la guerre est différente. Mais l'expérience de la guerre est différente, bien sûr, en fonction des régions, puisque Kherson, Mykolaïv, Kherson est en partie occupée, le Donbass est en partie occupé. Donc voilà, il y a des régions où on a vécu l'occupation, pas vécu l'occupation. Mais il y a aussi, en Ukraine, des personnes qui sont très loin du front, mais qui sont très impliqués soit dans l'aide humanitaire au front, soit parce que leurs proches sont sur le front. Donc en fait, les différences viennent, je trouve, davantage aujourd'hui que des régions elles-mêmes, que de la manière dont on vit la guerre, en fonction de son propre engagement, de ce qu'on y fait et de ce que les proches vivent. Et donc, dans toutes les villes aujourd'hui, là où j'ai pu aller, il y a toujours des personnes qui aujourd'hui sont engagées dans ce que j'appelais tout à l'heure la découverte de la culture ukrainienne, mais qui est une culture aussi qui est nationale, avec des personnes aujourd'hui comme des dissidents, comme Vassil Stous. Beaucoup de villes vont dédier des noms. Il était d'ailleurs enseigné à Rolivka, à Donbass ukrainien, qui était considéré à l'époque justement comme région russe, russophone. Russophone, voilà. Donc on a la redécouverte de la culture ukrainienne, mais on a aussi la redécouverte du patrimoine local, de la culture locale. Et j'aimerais citer donc une collègue et experte des questions mémoriales que j'ai rencontrée à Odessa et que je connais depuis longtemps. Nous ne s'étions pas revus, mais j'ai suivi tous ses travaux. Oksana Dovkopolova, qui, lorsque j'ai discuté avec elle pour parler un petit peu de ce qui se passait à Odessa, m'a dit « Mais en fait, Odessa, on se rend compte que c'est une ville non impériale dans un projet impérial. » Et aujourd'hui, ce qu'elle dit, et elle milite pour la création d'un musée qui montre ça, en fait. Comment, à Odessa, on a résisté à l'impérialisme russe. Et il y a notamment tout un projet, d'ailleurs, également financé par des acteurs économiques locaux, sur la décolonisation d'Odessa. Donc une réflexion sur, mais finalement, nous, on dit qu'on est la ville de Catherine II et que on a contribué au grand projet impérial. Mais en fait, est-ce que Odessa, c'est vraiment ça et donc une réflexion sur les acteurs locaux, la multiculturalité d'Odessa. De la région d'Odessa qui de la région, voilà. Et par exemple, vous voyez les échos qu'il y a entre
cette réflexion sur l'histoire et la mémorialisation de la guerre. L'idée aujourd'hui à Odessa, c'est sur ce carré militaire dans un des cimetières, d'avoir une chapelle multiconfessionnelle. Voilà le projet qui est en train d'être discuté aujourd'hui avec les acteurs religieux, les familles, les acteurs politiques. Donc voilà en quoi je pense cette guerre russo-ukrainienne, elle nationalise, mais tout en essayant de maintenir la relation et le dialogue entre eux, ce qui réunit et puis ce qui différencie, puisque de toute façon, chaque ville, chaque village a aussi sa propre culture. Sa propre visage, sa spécificité locale. Et puis comme c'est une continuation, donc cette culture de la mémoire, c'est une continuation de la vie humaine, de la sorte qu'elle est différente dans plusieurs régions, dans des régions différentes. De la même, la mémoire elle peut avoir des couleurs différentes et puis cette spécificité régionale. Merci beaucoup Alexandra pour cet échange et merci surtout pour tout le travail que tu fais pour rendre visible et compréhensible en fait cette expérience de l'Ukraine dans la guerre. Merci. Vous avez regardé l'Ukraine en flammes, un épisode de la chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas de partager ou de commenter cette vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. Slava Ukraini!